Salut mes amis, c'est Cyril, on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour parler d'un livre. Donc aujourd'hui on va parler d'un livre dont on a beaucoup écouté parler dans les médias. Ça s'appelle Sexe et mensonges de Leila Slimani. Allez c'est parti, on en parle, à tout de suite. Donc Leila Slimani, c'est une auteure marocaine dont on a écouté parler en 2016 pour son livre Une chanson douce. Elle a eu le prix Goncourt en 2016 grâce à ce livre. Et donc cette année, elle revient avec un autre livre. C'est un essai cette fois, un essai qui nous parle de la société marocaine et de son rapport au sexe, à la sexualité et à tout ce qui s'y rapproche de près ou de loin, de son rapport à la femme. Donc dans ce livre, Leila Slimani nous parle de témoignages de femmes. Les témoignages sont des témoignages d'inconnus ou bien de chercheuses connues et reconnues. Tout ce qu'on nous raconte dans ce livre est vraiment intransigeant, c'est-à-dire qu'on n'y va pas par quatre chemins. Et on voit que dans cette société profondément inégalitaire qu'est le Maroc, il y a vraiment un malaise pour les femmes, pour les hommes également, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a vraiment une misère sexuelle dans ce pays qui est très importante. Au Maroc, les femmes sont élevées dans la sacralisation de la virginité. Donc pour la garder, elles s'abstiennent, ou bien elles pratiquent la sodomie, ou bien elles vont avoir recours à ce qui a souvent lieu au Maroc, c'est-à-dire à la reconstruction de l'hymen. C'est quelque chose qui est de plus en plus courant au Maroc, parce qu'il y a une telle sacralisation de la virginité qu'une femme au Maroc ne peut pas se trouver un mari et ne peut pas arriver au mariage en n'étant pas vierge, ou en tout cas en ne montrant pas qu'elle perd sa virginité. Ce qui en l'occurrence est un trompe-l'œil, mais peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elle soit vierge ou pas, ce qui compte c'est l'apparence. Il faut qu'elle ait l'apparence d'être vierge. Donc au Maroc, les relations hors mariage sont interdites. Donc ça maintient les filles et les hommes, les filles et les garçons, ou bien les femmes et les hommes qui s'aiment et qui ont du désir l'un pour l'autre, qui sont consentants l'un et l'autre, dans une espèce de pression, parce qu'ils sont toujours à chercher un endroit où est-ce qu'ils vont pouvoir faire l'amour tout simplement. Il ne s'agit pas, comme dans certains endroits ou dans certains pays, de le faire tranquillement dans un appartement. À l'hôtel on ne peut pas parce qu'ils demandent un certificat de mariage. Donc voilà, on va faire l'amour dehors. Voilà, finalement on cherche à faire quelque chose de propre, hein. Ça c'est mon avis, c'est pas ce qui est dit dans le livre, mais ma subjectivité m'impose de dire que ça paraît plus propre en apparence, parce qu'au final on a des enfants qui vont faire l'amour dans une cave pour la première fois, dans un champ caché derrière un arbre. Enfin c'est pas les meilleures conditions pour pratiquer un acte qui est l'extension de l'amour qu'on a pour une personne, ou qui est l'extension de son désir. On apprend également qu'au Maroc, l'avortement est extrêmement limité. On ne peut avorter qu'en cas de viol, en cas d'inceste, donc de viol également, ou en cas de malformation du fœtus. Sans ça, on ne peut pas avorter. Donc on a forcément, comme il y a eu en France jadis, des personnes qui avortent clandestinement. Leila Slimani nous donne des chiffres, hein, pour les avortements clandestins. On serait à peu près à 600 avortements clandestins par jour. J'ose pas imaginer ce que ça veut dire en termes de santé publique pour les femmes. Des femmes violées qui vous racontent qu'elles ont plus peur de leurs parents et de la société que du viol lui-même. 600 avortements clandestins pratiqués chaque jour. On imagine le taux de mortalité dans des conditions évidemment atroces. Des bébés trouvés dans des poubelles. Ça, c'est un policier qui vous le raconte. 24 par jour au Maroc. 24 par jour au Maroc. Des femmes violées obligées d'épouser leurs violeurs. Qu'est-ce qui peut changer les choses? Qu'est-ce qui peut faire évoluer cette situation? Les mots, la parole, parler. Je pense que vraiment briser le silence, empêcher que se réinstalle ce déni de réalité, c'est la chose la plus importante. Au Maroc, le sexe est si tabou que la population semble avoir oublié de s'aimer. On a des hommes qui couchent avec des femmes qu'ils n'aiment pas, voire parfois sans leur consentement en plus, et ils vont se marier avec des femmes qui sont prétendument vierges,
Ils vont se marier avec ces femmes justement parce qu'elles sont prétendument vierges, mais au final elles ne le sont pas tout le temps puisqu'elles ont ou pratiqué la sodomie ou bien, comme je vous l'ai dit avant, la reconstruction de l'hymen. Les hommes sont tellement pas éduqués au sexe et les femmes également, hein, elles sont pas éduquées au sexe, ce qui fait que du coup les hommes ne se soucient pas du plaisir de la femme. Et donc du coup ils font l'amour voilà, de manière mécanique, ils apprennent pas à donner du plaisir à la femme, c'est pas quelque chose qui les intéresse, ils prennent rapidement leur plaisir et puis voilà, ils se retirent. Du coup ça fait des femmes qui n'ont pas appris à apprécier cet acte, qu'ils le font parce qu'il faut le faire, c'est le devoir conjugal, mais elles n'apprécient pas l'acte. Et on a des hommes qui ne savent pas faire plaisir à leur femme parce qu'ils n'ont pas appris non plus à partager ce plaisir, ils n'ont pas appris, comme c'est quelque chose de tabou, comment ça fonctionne, ils n'en parlent pas avec leur femme. Voilà, donc ces tabous ont vraiment des conséquences beaucoup plus importantes qu'il n'y paraît dans une société. On a également des familles au Maroc, un petit peu comme la famille de Leila Slimani, où on a des gens qui sont intellectuellement instruits, des gens qui apprennent à leurs filles et à leurs femmes, hein, du coup, des hommes qui consentent à leurs femmes la liberté de leur corps, qui sont beaucoup plus éduqués au niveau du sexe, qui ont moins de tabous. Mais du coup, on leur impose quand même de faire semblant dans la société, de respecter les codes, les us et les coutumes du pays. Et ce qui fait que c'est pareil, là on vit moins dans la schizophrénie, moins dans le paradoxe, mais on est tout autant dans l'hypocrisie, une hypocrisie qui est quasi obligatoire parce que sinon on se fait arrêter, humilier par la police. Quand on a de l'argent, apparemment, hein, selon des témoignages toujours, quand on a de l'argent au Maroc, on peut arriver à s'en sortir, on peut arriver à ce que la police ferme les yeux, mais n'empêche que c'est toujours humiliant qu'il y ait un policier qui vienne et qui vous réclame de l'argent parce qu'il vous a trouvé en train de vous embrasser avec un garçon ou avec une femme pour un homme, ou bien qu'il vous ait trouvé en plein acte de coït dans une voiture parce que, comme je vous le disais juste avant, il n'y a pas d'endroit où faire l'amour tranquillement et où s'aimer dans ce pays. Moi, quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'étais en train de lire un texte de Fatema Mernissi où elle parle de Sherazade. Et elle explique que Sherazade, c'est pas une héroïne lascive, c'est pas la façon dont on peut la voir chez les orientalistes. C'est une femme qui reprend le pouvoir par la parole. Parce que finalement, se raconter, c'est devenir un sujet. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vu dans le visage de ces femmes. Quand elles se racontaient, elles devenaient un sujet, elles devenaient un corps, elles reprenaient le pouvoir. Et Fatema Mernissi, elle cite ce passage sur Sherazade, elle dit... Elle montrerait au roi que sa haine obsessionnelle des femmes était une prison. Elle guérirait l'âme troublée du sultan en lui racontant les malheurs d'autrui. Et je me suis dit, c'est exactement ça qu'il faut faire. Raconter. Il faut raconter, donner cette parole crue et dire aux autres, vous ne pouviez pas dire que vous ne saviez pas. Vous ne pouvez plus ignorer que ces gens existent. Donc les personnes qui sont les plus libres intellectuellement arrivent à faire ce qu'elles veulent, ce qu'elles souhaitent, mais en se cachant. Et puis il y a également des femmes et des hommes qui vivent la misère sexuelle mais qui en sont bien conscients. Et du coup dans ces témoignages, ils nous font part de leur souffrance, ils nous font part des frustrations qui les habitent, des frustrations qui sont souvent dues à leur pays, aux lois du pays, mais également aussi aux mœurs, aux mœurs du pays, aux mœurs sociales, aux personnes qui les unes les autres s'autocontrôlent. Il faut vivre, il faut avoir la chouma, c'est-à-dire se comporter correctement, pas faire n'importe quoi devant les voisins, devant la famille, etc. On n'est pas dans une société où chacun fait ce qu'il veut et où il aurait la fierté de faire ce qu'il a envie, une individualité propre vraiment. Là on est vraiment, il faut se soumettre aux normes sociales, sinon on est très très mal vu. Une femme est ou une vierge ou une pute. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux, c'est très manichéen. Voilà, donc je ne vais pas trop vous en dire sur ce livre, parce que le but c'est que vous le lisiez. Je ne vais pas trop faire de spoil. En tout cas, c'est un livre qui m'a bouleversé. Il y a des témoignages qui sont vraiment bouleversants. Il y a des témoignages qui sont intéressants dans le sens où on n'aurait pas cru une telle liberté de parole, on n'aurait pas cru une telle liberté sexuelle parfois au Maroc. Cachée certes, mais il y a quand même une belle liberté sexuelle. Il y a des choses qui se font, mais toujours cachées. Voilà mes amis, j'ai été content de vous retrouver cette semaine pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu comme d'hab si vous avez aimé. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos. N'oubliez pas que le savoir est une arme qu'on peut toujours charger un peu plus. Ciao!